Alors, Wow. merci Denis. Et puis, un grand merci aussi à l'association, à mon association. Je suis membre depuis 2004. Merci à son conseil d'administration, aux équipes régionales et à toutes les personnes, à tous les membres qui ont contribué et mis sur la table et à l'écran surtout leur talent pendant cette année. Ça a été vraiment extraordinaire, la programmation que vous avez suscitée, des thèmes et des objets très variés et toujours très intéressants. Et je pense que ça nous a tous sérieusement aidés à vivre ce temps-là et à continuer de vivre dans l'esprit du chemin pendant tous ces mois. Alors, un grand merci. Alors, première rencontre. Compostelle et le patrimoine mondial. Et ce soir, trois parties dans cette rencontre. Premièrement, comme Denis l'a dit, un certain nombre de questions relatives à qu'est-ce que c'est que le patrimoine mondial. Deuxièmement, nous allons considérer la vieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, parce que par rapport à Compostelle, c'est le plus ancien des biens inscrits à la liste du patrimoine mondial. Et ensuite, ce soir, nous allons terminer en regardant le Camino Frances. Et comme pour la vieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, on va se demander pourquoi c'est classé au patrimoine mondial et quelle est la richesse universelle qu'il y a à l'intérieur de ces deux inscriptions, la vieille ville de Saint-Jacques et le Camino Frances. Alors, le déroulement des trois présentations, ce soir, mardi prochain et dans 14 jours. Premièrement, j'ai une introduction qui dit que, pour moi, Compostelle est une affaire d'amour. Alors, notez bien, pas nécessairement une histoire, mais une affaire d'amour. Deuxièmement, je vais voir, comme je viens de le dire, qu'est-ce que le patrimoine mondial. Et troisièmement, nous allons commencer à découvrir que Compostelle est inscrit 3 fois au patrimoine mondial. C'est le seul bien parmi 1121 biens qui est inscrit 3 fois au patrimoine mondial. Ensuite, nous allons parler de la vieille ville de Compostelle et du Camino Frances. Ça, c'est pour ce soir. La semaine prochaine, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Il y a assez de matériaux pour une pleine rencontre sur cet objet-là. Et dans 14 jours, les chemins du nord de l'Espagne inscrits au patrimoine mondial et d'autres biens patrimoniaux qui ne sont pas directement associés à Compostelle, mais que l'on croise quand on fait les chemins de Compostelle. Une affaire d'amour. Voici un petit peu ce que j'ai à l'esprit et qui explique comment il se fait que je me suis intéressé à la fois à Compostelle et au patrimoine mondial. En juillet 2002, je suis non pas en Espagne, mais au Portugal, à Braga, pas très loin de Compostelle, on pourrait dire en quelque sorte à un jet de pierre. J'ai essayé de me rappeler comment j'ai pris la décision de quitter le Portugal pour me rendre à ce moment-là à Compostelle et je n'ai pas retrouvé comment ça s'est produit. Je vivais alors dans ce qu'on pourrait appeler un trou noir personnel. 3 ans auparavant, mon épouse m'avait annoncé sa décision de me quitter. La tristesse, c'est un sentiment bien connu, négatif, une colère sourde, la honte, la culpabilité occupaient mes jours et mes nuits. Je vivais alors replié sur moi-même. C'est comme ça qu'on peut appeler le deuil un état de repli sur soi. Et la couleur du deuil, c'est le noir, et c'est là que j'étais. Mais depuis son origine, la vieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle se développe entre deux pôles. Le premier de ces pôles, c'est le champ, le campo, la réalité terrestre.
Le deuxième pôle, c'est l'étoile, que le latin appelle stella. C'est la réalité céleste. Campo et stella, c'est ce que l'espagnol rend par Compostela et le français par Compostelle. Autrement dit, champ de l'étoile. Compostelle réunit ainsi le ciel et la terre. Voilà l'étoile Stella plus le Campo. Campo et Stella, Compostelle. Les pèlerins en chair et en os m'ont fasciné dès que j'ai mis les pieds dans cette ville en 2002. Je les voyais arriver, coiffés de leurs chapeaux bien connus à large barre, de type tilé, comme on dit chez nous au Québec, bâtons de marche aux mains, sacs sur le dos, avec leurs lourdes chaussures aux pieds. Pour moi, c'était une découverte totale. Ils pénétraient dans la ville avec des têtes de conquérants, mais leur royaume, je l'ai tout de suite compris, était un royaume intérieur. Ils parcouraient les vieilles rues où ils défilaient, négligeant les trottoirs sous les arcades. Je me suis dit ceci: à qui triomphe, l'ombre ne convient pas. Face à la cathédrale, je voyais les pèlerins qui s'étreignaient comme de vieux soldats éclopés, qui s'entraident, mais qui ont déjà oublié leurs blessures, l'adversité, les privations et les contrariétés, et qui ne souhaitent plus rien. Sinon, pouvoir simplement dire « j'y étais ». Certains versaient des larmes. Moi, qui avais tant pleuré ces dernières années, j'ai compris que les leurs étaient celles de la joie. Une petite étoile venait de faire son apparition dans ma vie. J'ai alors eu l'intuition d'un bonheur possible. Ce pressentiment marquait le début de l'aboutissement de ma misère intérieure. Une décision s'est imposée à ce moment-là à moi. Prendre la route de Compostelle, et je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire, prendre la route de Compostelle et retrouver ma propre intériorité. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire tout cela? J'y ai repensé souvent après coup. Je venais d'accomplir ma première étape sur les chemins. J'ai fait ma première étape. C'est comme paradoxal. J'ai fait ma première étape à Compostelle même. Bon, alors voilà, je voulais vous mentionner cela parce que par la suite, je suis revenu chez moi au 65-88 des Érables et j'ai échangé avec mes trois fils sur ce qui était déjà ma décision, faire le chemin de Compostelle. Et au fur et à mesure de nos échanges, au fil des mois de nos échanges, l'un après l'autre, mes fils ont manifesté le désir de faire un bout de voyage avec moi. Alors, ça a commencé par le plus jeune qui m'a dit, ben, si tu restais quelques mois de plus en Europe, j'irais te rejoindre pour les vacances des fêtes. Le plus vieux s'est manifesté en disant, ah, moi, ce serait plutôt les pays de l'Est qui m'intéresseraient. Et le Benjamin, lui, a dit, ah ben, moi, ce serait plutôt l'Asie. Et ça nous a amené à dessiner un projet qui commence par Compostelle et qui d'abord faisait une année de voyage. Ça se terminait au lac Baïkal, en Sibérie. Et là, c'était un peu bizarre parce que pourquoi faire la moitié du tour de la Terre pour revenir sur mes pas? Et là, ben, de là, on a glissé dans un projet différent qui était de faire le tour entier, un projet de 3 ans au cours duquel voyage à tour de rôle, mes fils sont venus me rejoindre en Espagne, en Europe de l'Est, en Asie et ailleurs. Je l'ai annoncé tout à l'heure, Compostelle est inscrit 3 fois au patrimoine mondial. Premièrement, c'est la vieille ville qui est inscrite en 1985. Deuxièmement, c'est le Camino Frances qui est inscrit au patrimoine mondial en 1993. Puis,
cette inscription-là va être modifiée en 2015, donc 22 ans plus tard, pour inclure les chemins du nord de l'Espagne. Donc, l'inscription porte depuis ce moment-là le nom des chemins de Compostelle en Espagne. Et le premier de ces chemins, donc Camino Frances, en 98, les chemins du Nord en 2015. Et enfin, il viendra après cela, à travers cela, pardon, les chemins de Compostelle en France. Ces inscriptions au patrimoine mondial se font sous l'autorité d'un organisme mondial. Qui dit patrimoine mondial fait appel à une autorité mondiale pour en décider. C'est donc sous l'autorité de l'UNESCO que cela se passe, l'inscription de biens sur une liste qu'on appelle la liste du patrimoine mondial. L'UNESCO, quand on analyse son mot, ça veut dire l'Organisation des Nations Unies, ONU, pour l'éducation, la science et la culture. Donc, tout ce qui intéresse l'éducation, la science et la culture de niveau mondial, dans une perspective mondiale, eh bien, l'ONU prend ça en charge sous l'égide d'un de ses organes qui est l'UNESCO, créé le 16 octobre 1945 dans le contexte de l'après-guerre, très immédiatement dans le contexte de l'après-guerre. Et ça se comprend. Regardez cette ville, Varsovie. En octobre 1945, c'est l'image que vous avez de Varsovie, rasée à 85%. Eh bien, les gens de Varsovie vont la restaurer à l'identique et parce qu'ils ont montré cette détermination, la ville sera classée au patrimoine mondial. Voici l'état actuel de la grande place de Varsovie. Et l'édifice que vous voyez ici, complètement à droite, c'est le musée de la ville. Et cette photo que vous voyez, je l'ai prise à l'intérieur de ce musée où il y avait un mur entier qui devait faire une dizaine de mètres de large et où cette photo montrait l'état de dévastation. Pas seulement à Varsovie, c'est toute l'Europe et un très grand nombre de biens qui étaient détruits ou ruinés ou bien lourdement endommagés. Et donc, il y avait une volonté internationale, particulièrement européenne à l'époque, mais internationale quand même, de dire ça ne doit plus se reproduire. Il faut œuvrer à la conservation, à la protection et à la transmission des biens culturels de l'humanité aux générations qui vont venir. Donc, Varsovie est un exemple de ces destructions. Et puis, il y a eu des grands bouleversements. Il y a eu les grandes inondations de Venise. Vous voyez ici Santa Maria della Salute sur le grand canal de Venise à partir du pont de l'Académie. Eh bien, Venise a été très lourdement inondée dans les années 60 et les grands mécènes comme les grandes fortunes des Rockefeller, etc., souhaitaient que la restauration de Venise soit prise en charge par un organisme mondial. Et d'autres biens étaient également profondément menacés, comme ici, je suis à Borobudur en Indonésie. C'est le plus grand temple bouddhiste au monde, le temple de Borobudur. Il était dans un état lamentable de détérioration avancée et il y a eu une volonté de prendre en charge à l'intérieur d'un organe comme celui qu'est l'UNESCO, la préservation, la conservation et la transmission aux générations futures de biens comme ceux-là. Donc, partout où vous voyez dans le monde ce sigle, c'est celui de l'UNESCO pour le patrimoine mondial, souvent présenté dans les 3 langues premières dans lesquelles l'UNESCO a procédé, français, espagnol, anglais. Il y a 2 conventions qui régissent le patrimoine mondial, c'est-à-dire 2
pour ainsi dire, deux traités d'un point de vue juridique. On est en droit international, donc deux traités ou conventions qui régissent le patrimoine mondial. Vous avez la Convention pour la protection et pour la conservation du patrimoine naturel et culturel. Elle date de 1972. Elle est différente, cette convention, de l'autre adoptée en 2003 et dont on entend parfois parler, la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ce soir, nous nous en tenons à la Convention pour la protection et la conservation des biens du patrimoine naturel et culturel, celle de 1972. Cette convention, elle crée des droits pour les États signataires. Je dis État parce qu'il n'y a pas que des pays qui ont un siège à l'UNESCO. Vous avez, par exemple, la Palestine, l'autorité palestinienne, qui a un siège à l'UNESCO, et donc c'est considéré comme un État signataire, même si ça n'a pas le statut juridique de pays. Vous avez aussi le Saint-Siège, qui est membre de l'UNESCO. Donc, on parle ici des droits pour des États signataires. Il y a à l'heure actuelle 183 États qui ont signé la Convention pour la protection et la conservation du patrimoine culturel et naturel. Ça ne crée pas que des droits, ça crée aussi pour ces États-là des obligations quand ils signent la Convention. Par exemple, du côté des droits, les États signataires ont le droit de présenter un bien ou de regrouper un ensemble de biens pour l'inscription éventuelle. Oups. Yves, t'es gelé. Est-ce que tu m'entends, Yves? Yves? Denis? Oui? Veux-tu que j'essaie de l'appeler? S'il te plaît. OK. On vous revient. Ton micro est fermé, Yves. Non, mais c'est parce qu'il est gelé. Non, il bouge. Là, il est dégelé maintenant. Bouge, là. Ouvre ton micro, Yves. Yves, ton micro. Son image bouge, là. Parce qu'il est dégelé. Il a dit s'enfarger. Ouais. Ouvre ton micro, Yves. Je vais le faire. Je vais lui demander. Yves, ça va? Ben là, j'ai essayé d'activer mon micro. C'est beau, c'est correct, on t'entend. Bon, c'est beau. Alors, je retourne au partage d'écran. Oui. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Non, pas encore. Bon, alors, il faut que je retourne en partage d'écran. Et je n'arrive pas à voir comment m'y rendre. Attendez un peu. Voilà. Donc, je refais partage d'écran. Donc, il s'est produit une rupture. Est-ce que je suis en partage d'écran? Oui, tu es en partage d'écran. Il faut juste te mettre en diapo. Je vais me mettre maintenant en diaporama. En mode diaporama. Oui. Parfait. Là, il va falloir que je retourne vers quelque part où j'en étais. Alors, il faut que je remonte en arrière. Oui, tu étais avancé un petit peu. Voilà. Donc, je disais, il y a des obligations à satisfaire pour les États qui présentent des biens. Ils ont le droit de présenter un bien ou un ensemble de biens, mais ils ont l'obligation aussi de satisfaire à au moins un des 10 critères d'inscription au patrimoine mondial. Donc, dans la Convention pour la protection et la conservation du patrimoine, il y a des critères d'inscription et nous allons regarder cela. Il faut en rencontrer au moins d'un. Je vous le dis tout de suite, tous les biens
inscrits au patrimoine mondial et qui concernent Compostelle, la ville et les chemins. Dans tous les cas, on a rencontré 3 des critères relatifs aux biens culturels. Donc, il y a, sous plus d'un aspect, ces biens-là sont considérés comme dignes d'être au patrimoine mondial. Il y a aussi d'autres obligations qui accompagnent la candidature pour l'inscription d'un bien. Les États, qui font leur proposition ont 2 obligations, une relative à la gestion et l'autre à la conservation du bien. Ils doivent donc présenter des plans de gestion et des plans de conservation du bien. Et si le bien est inscrit, on va vérifier s'ils respectent leurs obligations. Et s'ils ne les respectent pas, il y a des conséquences. Dans les 10 critères, 4 sont des critères qui ont trait aux biens naturels. Ce soir, on fait simplement les mentionner parce que les biens qui concernent Compostelle sont tous des biens culturels. Là, ça ne va pas, oui. Alors, pour les biens culturels, il y a 6 critères pour les biens culturels. Donc, la vieille ville et les chemins de Compostelle relèvent, comme je le disais à l'instant, des critères pour les biens culturels. Le premier critère pour les biens naturels, un bien, s'il représente des phénomènes naturels remarquables ou des aires d'une beauté naturelle ou esthétique exceptionnelle, le bien peut être classé au patrimoine mondial comme bien naturel. Voici un exemple que l'on rencontre sur la Via Jacobi, le chemin de Saint-Jacques en Suisse. Donc, je suis passé par là il y a quelques années et c'est dans les Alpes suisses, la vallée qu'on appelle Jungfrau à Lech. Alors, c'est le phénomène de la glaciation qui est en cause ici et ses effets sur la morphologie des lieux, sur l'apparence des lieux. Donc, patrimoine mondial satisfaisant au premier critère des biens naturels. Le deuxième critère pour les biens naturels, il faut représenter des grands stades de l'évolution. De quoi? De l'évolution de la Terre ou de la vie. Et un des exemples de biens inscrits parce qu'il représente un des grands stades de l'évolution de la Terre, notre planète, là, très physique, là, la croûte terrestre, etc., les montagnes, l'apparition des grottes, etc. Il y a des grands stades dans l'évolution de la Terre et il y a des lieux qui les manifestent. Et un exemple, c'est, je l'ai pris sur le chemin de Genève, le Puy-en-Velay, ce sont ce qu'on appelle la chaîne des puits, comme grand lieu tectonique et comme manifestation des effets produits au cours des âges par ce qu'on appelle les failles, dans ce cas-ci, les failles dans la croûte terrestre, qui sont au fond les limites des plaques tectoniques qui font que la Terre bouge et se façonne au fil des millions d'années, bien sûr, pas au fil de la petite semaine. Alors ici, vous avez ces restants de volcans. Il y en a des centaines et des centaines, particulièrement dans la région du Puy-de-Dôme. Mais quand on arrive au Puy-en-Velay par le chemin de Genève, on passe à travers un grand nombre d'entre eux. Donc, ils représentent ce qui s'est passé il y a des dizaines de millions d'années, lorsque la faille était assez large pour laisser passer le magma qui est au centre de la Terre, parce que vous savez que l'épaisseur de la croûte terrestre, ça correspond à peine à 4% du diamètre de la Terre. Donc, alors, voilà, ça a donné ces volcans qui maintenant ont été érodés par un grand nombre de phénomènes écologiques, mais qui nous donnent ce paysage. Troisième critère pour les biens naturels, représenter les grands processus écologiques ou biologiques dans l'évolution des systèmes. Je vous donne un exemple. Je suis ici aux Galapagos.
Et le processus ici qui est illustré, c'est l'évolution, donc un processus biologique et non pas un processus écologique dans ce cas-ci, l'évolution des espèces, notamment les grandes tortues terrestres, une des deux espèces de grandes tortues terrestres des Galapagos. Vous savez que Galapagos, dans les langues anciennes de ceux qui habitaient ces régions, signifie tortue. Quatrième critère pour les biens naturels, représenter cette fois-ci des habitats naturels les plus importants pour la conservation de la diversité biologique, in situ, sur place, pas dans des zoos, sur place. Quels sont les lieux, les habitats naturels les plus importants où il faut s'assurer comme humanité de conserver ces lieux-là et de conserver la diversité biologique, autant la faune que la flore, sur place même. Donc, si dans votre État, il y a des lieux de cette nature-là, il est possible de les voir un jour inscrits sur la liste du patrimoine mondial. Et ici, je suis dans le parc national de Chitwan, au Népal. Vous voyez une mère rhinocéros allaiter son bébé rhinocéros. Alors, ça représente l'espèce des rhinocéros gris asiatiques, extrêmement menacée et conservée à l'intérieur du parc national de Chitwan que je visitais alors à dos d'éléphant. Venons-en aux critères pour les biens culturels. Le premier des critères, c'est de représenter un chef-d'œuvre du génie créateur humain. C'est le premier des critères. Eh bien, il va s'appliquer pour la vieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vous donne un exemple de l'application de ce critère du génie créateur humain. Je suis en Chine, à la Grande Muraille de Chine. C'est un tronçon de 11 kilomètres que j'ai parcouru dans la région de Simatai, à environ 120 kilomètres au nord-est de Pékin. Deuxième critère pour les biens culturels, cette fois-ci, non plus comme tel le génie créateur humain, mais témoigner d'une influence sur le développement de l'architecture des arts ou de la planification des villes. Eh bien, vous allez avoir les trois biens inscrits qui concernent Compostelle et qui sont inscrits au patrimoine mondial sont tous considérés par rapport à ce critère. Et sur le Camino del Norte en Espagne, quand vous arrivez à Portugalete, vous avez un pont qui s'appelle le pont Vizcaya, ou qui pourrait être Biscaya, ou le pont basque, si vous voulez. C'est toujours le même mot écrit différemment. Et ça, c'est un pont transbordeur. Si vous voyez la nacelle ici, elle est transbordée, c'est-à-dire elle traverse d'une rive à l'autre parce qu'elle est déplacée par des poulies qui se déplacent en haut. À l'origine, c'était des chevaux qui faisaient avancer la nacelle. Par la suite, ça a été les chevaux vapeur et maintenant, tout cela se fait par ordinateur. Donc, la vieille ville et les chemins, dans tous ces cas-là, il y a un facteur d'influence important qui a joué sur l'architecture, entre autres, et donc, sur les arts ornementaux. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles ces biens sont classés au patrimoine mondial. Un troisième critère pour les biens culturels, témoigner d'une tradition culturelle ou d'une civilisation actuelle ou disparue. Alors, un exemple, ça ne s'appliquera pas pour Compostelle, mais un exemple, je suis ici à l'île de Pâques, qui appartient au Chili, à 3700 km au large, dans le Pacifique. Eh bien, ces Moai, dont certains sont encore coiffés de leur chapeau, ont été construits à partir de 2 carrières qu'on a trouvées sur l'île, une pour les chapeaux, une pour les corps des Moai, et cela représente une civilisation éteinte. Donc, patrimoine mondial pour cette raison. Quatrième critère pour être classé bien culturel, illustrer une période significative de l'histoire
Comment? Eh bien, l'illustrer par son architecture ou par la technologie ou par le paysage. J'ai souligné ici architecture et paysage parce que pour les chemins de Compostelle, comme pour la ville de Saint-Jacques, c'est un critère qui va s'appliquer. Donc, la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle, Camino Frances, les chemins du Nord et l'inscription les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France sont inscrits parce qu'ils illustrent une période significative, c'est-à-dire la période du Moyen Âge, entre autres, où les valeurs associées au pèlerinage et aux croyances incluses dans la foi chrétienne se sont manifestées dans l'architecture et de plus parce qu'il y a sur ces chemins des paysages qui méritent d'être soulignés. Je vous donne un exemple. Je suis à Kiev, la cathédrale Sainte-Sophie et les bâtiments de ce qu'on appelle la laure de Kiev-Petersk, c'est classé au patrimoine mondial. Ce sont des ensembles monastiques avec un style très particulier et qui vont influencer toute l'architecture orthodoxe. Donc, classé au patrimoine mondial pour cette raison. Quatrième critère pour les biens culturels, représenter une période. Ah, ça, je viens de le voir. Donc, ce que je voulais souligner, pardon, ici, c'est que ce que j'ajoute, c'est que les chemins sont classés au patrimoine parce qu'ils méritent de l'être à cause de l'architecture et des paysages. Le cinquième et avant-dernier critère pour l'inscription de biens à la liste du patrimoine mondial de biens culturels, c'est être un établissement humain représentatif. Donc, un établissement humain, non plus une période de l'humanité, être un établissement humain représentatif d'une culture ou de l'interaction avec l'environnement. Alors, l'exemple que je vous donne, je suis à Cuba et je visite Trinidad de Cuba, la vallée de ce qu'on appelle Los Ingenios. Et cette cité, c'est la cité des sucreries. Et la richesse des sucreries a amené la ville à développer un style architectural qui lui correspond, extrêmement coloré, etc. Donc, classé au patrimoine mondial en vertu de ce critère qui ne s'applique pas pour les chemins de Compostelle et la ville de Compostelle. Maintenant, le dernier critère pour les biens culturels, être associé à des événements historiques, des croyances. Ah, ça va être très important pour nos chemins, des événements, des croyances ou des œuvres ayant une signification universelle. Et l'événement ici qui nous intéresse, c'est l'événement pèlerinage. C'est en soi un événement à travers les âges, non pas une situation, non pas un moment donné, mais un événement, c'est-à-dire un état de fait portant une grande signification. C'est ce qu'on entend par événement. Et des croyances, eh bien sûr, là, on va trouver deux types de croyances. On va trouver des croyances qui s'intéressent à la foi, mais on va trouver aussi d'autres types de croyances que sont les légendes sur les chemins de Compostelle. Plein de légendes, mais les légendes, qu'est-ce que c'est? Ce sont des croyances populaires. La croyance pour le pendu des pendus, pour d'autres événements, d'autres situations que je mettrai en évidence très prochainement. Et un des sites, par exemple, classé au patrimoine mondial parce qu'il met en évidence des croyances qui ont une signification universelle, eh bien ici, je suis en Inde, au Mahabodhi à Bodh Gaya. Maha, vous savez, ça veut dire grand, et Bodhi, c'est l'arbre, le grand arbre, l'arbre sacré, l'arbre sous lequel le Bouddha a obtenu son éveil, c'est-à-dire là où il a compris la nature profonde de la véritable réalité
selon les croyances bouddhistes elles-mêmes. Et ça va avoir évidemment une grande signification à travers le monde dans toutes les formes qu'on connaît du bouddhisme. Donc, voilà pourquoi ce site-là est classé. Là, ce que vous voyez, c'est le grand stupa de Bodh Gaya. Donc, être associé à des événements, comme je le disais, ça vaut pour la vieille ville de Saint-Jacques-de-Compostelle et pour les chemins, des événements et des croyances. Donc, l'UNESCO procède à partir de 10 critères conventionnés et en ayant aussi à l'esprit une valeur universelle exceptionnelle. Alors, il ne faut pas avoir une valeur locale ou une valeur, c'est encore disparu? Okay. C'est beau. C'est beau? Oui. Alors, il ne suffit pas d'avoir une valeur locale, disons, une valeur, un monument qui vaut pour la ville de Montréal, qui représente un bien important pour la ville de Montréal. Ça n'est pas suffisant. Ou un bien qui aurait une valeur remarquable pour le Québec, ça n'est pas suffisant. Ou un bien qui aurait une valeur remarquable pour l'État canadien, donc une valeur nationale, ça n'est pas suffisant. Il faut que la valeur soit considérée comme universelle et exceptionnelle. Donc, les biens de Compostelle sont là parce qu'on leur attribue, parce que le Comité du patrimoine mondial leur attribue une valeur exceptionnelle qu'on appelle la VUE. Et cette valeur-là, eh bien, elle repose sur quoi? Eh bien, elle repose sur une valeur telle que vécue par des humains, donc dans le cas qui nous concerne, vécue par des pèlerins. Quand on parle des croyances, quand on parle des paysages, quand on parle de l'architecture que l'on retrouve sur les chemins de Compostelle et dans la vieille ville, c'est tel que vécu par des humains ou tel qu'interprété, et je dirais non pas ou, mais et tel qu'interprété par des historiens, des archéologues ou d'autres spécialistes. Et c'est aussi une valeur universelle telle que soutenue par des organes politiques ou civils, dans le cas qui nous concerne, telle que soutenue par exemple, si on considère l'Espagne, eh bien, telle que soutenue par l'ensemble des régions autonomes d'Espagne, par où les chemins de Compostelle passent, par les villes, par les villages où cela passe, par aussi des organismes civils, si on considère les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France, eh bien, on peut retracer des groupes, des associations d'amis des chemins de Saint-Jacques qui sont intervenus pour dire « Hey, regardez attentivement, voici des biens qui ont une très grande valeur, qui dépassent la valeur nationale parce qu'on passait par ici, venant de ci et de là en Europe, on traversait ainsi la France, on passait par ces chemins pour se rendre à Compostelle. » Donc, c'est une valeur qui n'est pas d'abord et avant tout inscrite sur le bien, mais vécue par les humains, interprétée par les spécialistes, soutenue par les organes politiques et civils. Il y a un processus pour l'inscription d'un bien au patrimoine mondial. L'État signataire de la Convention, eh bien, il est un des acteurs. Il y a aussi comme acteurs dont on ne parle pas souvent, mais qui sont importants. Ce sont deux organismes indépendants de l'UNESCO, mais qui doivent obligatoirement être consultés. ICOMOS, qui est un organisme qui s'intéresse depuis maintenant, ou presque maintenant un siècle, aux monuments et sites architecturaux dans le monde.
et il doit être consulté pour tous les biens considérés comme des biens culturels, ou encore s'il s'agit d'un bien naturel, c'est l'Union internationale pour la conservation de la nature, l'organisme, là, vous savez, qui a créé l'échelle de espèces menacées, espèces en voie d'extinction, les 7 échelons de classification des espèces. Eh bien, cet organisme-là doit être consulté. Il fournit un avis ou des recommandations qui sont reçues par le Comité du patrimoine mondial, qui, lui, a l'autorité pour décider si oui ou non un bien va apparaître sur la liste. Donc, l'État signataire prépare et soumet un dossier, s'assure de la conservation et de la gestion du bien quand celui-ci est inscrit. ICOMOS ou l'Union internationale pour la conservation de la nature analyse et recommande ou non l'inscription au Comité du patrimoine mondial, et le Comité du patrimoine mondial accepte ou rejette la demande d'inscription ou la rejette, et accepte ou rejette la recommandation de ICOMOS ou de l'Union internationale pour la conservation de la nature. Donc, on voit, je voulais vous présenter cela schématiquement parce qu'on voit que ce n'est pas à la petite semaine qu'un bien est inscrit au patrimoine mondial. Je prends un exemple du processus d'inscription. Vous avez entendu parler d'Anticosti. Alors, Anticosti, le Canada a placé ce bien sur ce qu'on appelle sa liste indicative. Chaque pays a été invité en 1987 à annoncer par avance quels sont les biens que vous voudriez éventuellement voir inscrits au patrimoine mondial. Donc, sur sa liste indicative, le Canada a placé Anticosti, à titre évidemment de bien naturel, et en invoquant principalement quel critère? Le critère des grands stades de formation de la Terre. Pourquoi? Parce que quand on va voir la description du bien en question, on s'aperçoit que dans le sol d'Anticosti, il y a le plus formidable livre écrit dans la pierre, ce qu'on appelle des fossiles, un site fossilifère, porteur de fossiles. Et ce livre-là, il nous révèle l'état de la vie avant la première grande extinction des espèces. Et c'est l'exemple le plus extraordinaire au monde de quelle était la vie avant qu'il y ait cette extinction des espèces. 80% environ des espèces que l'on retrouve sur le livre fossilifère d'Anticosti sont disparus. On ne les retrouve plus après. Donc, c'est une des raisons pour laquelle on veut l'inscrire. On comprend bien le processus quand on regarde cela. Et là, vous voyez une pierre tirée des falaises d'Anticosti où on peut voir très bien certains types de coquillages qui apparaissent ici. Et donc, on analyse et on dit, ah, ce type de coquillage-là existe encore ou n'existe plus. Et en faisant le recensement, on peut arriver ici à la conclusion, voici quel était l'état de la vie avant l'extinction en question. Et dans le processus, il y a aussi des rapports périodiques, c'est-à-dire qu'une fois inscrit au patrimoine mondial, mettons le chemin, le Camino Frances, ça ne garantit pas qu'il sera pour toujours, parce que le comité du patrimoine mondial, avec donc plus ICOMOS dans ce cas-ci, fait enquête et fait rapport périodiquement. Pour le Camino Frances, à 5 reprises jusqu'à maintenant, il y a eu enquête et rapport sur l'état de conservation et de gestion du bien. Et à la réception de ce rapport, le Comité du patrimoine mondial décide s'il maintient le bien, s'il le place dans les biens qu'on appelle en péril. Il y a à l'heure actuelle 57 inscriptions où les biens sont considérés comme en péril sur 1121 inscriptions, et 2 biens ont été retirés de la liste du patrimoine mondial parce que le comité a estimé que la raison d'être n'existait plus et que le bien n'a pas été géré et conservé convenablement. Alors, un exemple d'un bien
inscrit sur la liste des biens en péril. Je suis ici en Syrie, à Palmyre. Alors, vous voyez cette magnifique colonnade et les quatre élévations qui sont là, qu'on appelle les quatre piliers ou le tétrapile de Palmyre. Tout cela est à terre actuellement. Ça a été dynamité par Daesh. Donc, c'est classé, non pas rayé du patrimoine mondial, mais classé dans la liste des biens en péril et ça manifeste la volonté de la communauté internationale de rétablir le bien une fois que la paix sera revenue. Message, vous pouvez bien détruire, nous reconstruirons, donc vous détruisez inutilement ce bien inscrit au patrimoine mondial. Eh bien voilà, j'ai fait le tour de la partie « Qu'est-ce que le patrimoine mondial ?» Nous prenons une pause de 4 minutes et après cela, une brève période de questions avant de regarder avec vous la vieille ville de Saint-Jacques et le Camino Frances. À bientôt. Compostelle est donc inscrit 3 fois au patrimoine mondial à la suite de 3 décisions de l'UNESCO qui agit, comme on vient de le voir, à partir de critères conventionnés. Donc, pas à la petite semaine, pas à la va comme je te pousse, mais selon une démarche très structurée. De plus, il faut que, pour qu'un bien soit inscrit au patrimoine mondial, il ait une valeur reconnue comme ayant 2 caractéristiques. Cette valeur doit être considérée comme universelle et elle doit être aussi considérée comme exceptionnelle. La vieille ville de Saint-Jacques, donc, apparaît au patrimoine mondial en 1985. Voici où elle est située. Si vous regardez la carte, elle est au fond complètement à l'ouest de l'Europe et entre elle, que l'on voit ici sur la carte, et la mer, il y a environ 90 kilomètres qui conduisent au cap qui est ici, par ma flèche, indiqué par ma flèche, et qui s'appelle la fin des terres, le cap Finistère ou Fisterra, comme on dit en espagnol. Quels sont les critères qui ont été retenus pour inscrire la vieille ville au patrimoine mondial? Le premier de ces critères, c'est le premier de la liste des 6 critères pour les biens culturels. On l'appelle le critère du génie créateur. Il faut que le bien représente de façon universelle et exceptionnelle le génie créateur humain. Et c'est par ces bâtiments, ces places et ces rues que Compostelle est ainsi reconnue comme manifestant à sa manière le génie créateur humain. Voici la magnifique façade qui est devant les pèlerins quand ils arrivent de leur pèlerinage et qu'ils aboutissent sur la place qu'on appelle l'Obradoiro, c'est-à-dire la façade dorée, parce qu'elle est à l'ouest et qu'au soleil couchant, les pierres reflètent la lumière de la fin du jour. C'est une façade baroque qui est une façade ajoutée. Mais voilà un style qui va se répandre en Galice et dans le nord de l'Espagne à partir de sa présence à Compostelle. Ça n'est évidemment pas le seul style architectural que l'on va retrouver dans la vieille ville. Par exemple, ici, sur la place qu'on appelle la place de las Platerias, eh bien, vous avez un tout autre style qui s'analyse et se présente avec les caractéristiques propres de l'architecture romane, c'est-à-dire l'arc plein cintre et non pas l'arc brisé que l'on va retrouver avec le gothique. Et il y a toujours dans ces arcs-là un tympan qui représente différentes scènes de l'histoire sacrée et au fond, pour les gens de l'époque, de l'histoire tout court. Cette porte-ci, elle a aussi une caractéristique tout à fait particulière et que l'on rencontre pour beaucoup de bâtiments de même nature.
c'est que l'ensemble de la statuaire qu'on y retrouve est le regroupement de différentes statues qui se trouvaient à différents portiques de la cathédrale et que les concours et les circonstances de l'histoire ont fait, ont rejoint une volonté de les regrouper comme ensemble ici. Et donc, la lecture en est difficile parce que ça ne correspond pas à un programme qui serait un programme prévu d'avance. En plus de cela, il faut savoir que cette porte, elle a subi elle-même une influence qui vient de Sangüesa en Aragon, sur le chemin aragonais. Et voici justement à Sangüesa le tympan de la porte de la cathédrale de Sangüesa. Quand on pense à l'intérieur de la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle, quand on y entre, qu'est-ce qu'on y voit? On y voit une ornementation rapportée, récent pour ainsi dire, récent si l'on entend par là 17e ou 18e siècle. Je songe par exemple aux grandes orgues que l'on voit ici de chaque côté de la nef, accrochées aux murs latéraux. Je songe aussi au retable et au maître-autel baroque également, qui est au fond de l'abside. Mais tout le reste de l'édifice, sa structure, sa charpente, son plan, sont d'une unité remarquablement romane. Pourquoi? Parce qu'il a fallu 50 ans à peine pour ériger cet édifice. Pour nous, modernes, il nous semble parfois que 50 ans, c'est beaucoup. Mais au fond, quand on y pense, pour ceux, par exemple, qui ont visité Barcelone, eh bien, la Sagrada Familia, voici 145 ans qu'elle est en construction. Et donc, ériger pareil monument à l'époque, en si peu de temps, garantit l'unité et donne cet effet remarquable que nous avons maintenant sous les yeux. Je vous montre les effets du temps sur les constructions des cathédrales européennes parfois. Ici, vous voyez la cathédrale d'Astorga. Alors, qu'est-ce qui nous frappe à première vue? C'est les couleurs différentes des deux grandes tours par rapport à l'ensemble du bâtiment aussi. Vous avez une tour, la dernière construite, qui est d'un grès orangé rose. Eh bien, pourquoi a-t-elle cette couleur? Parce que voici 400 ans qu'on édifiait la cathédrale quand le jour est venu ou le temps est venu d'ériger cette seconde tour. Eh bien, on ne disposait plus dans la carrière de la faille, du filon gris, et donc on a dû se contenter de ce qu'on avait sous la main parce que toutes ces cathédrales sont construites à partir des matériaux de proximité. Donc, on voit bien ici l'effet d'un bâtiment dont la construction s'étend au fil des siècles. 400 ans, ça peut nous apparaître très long pour construire un bâtiment, mais songeons par exemple à la cathédrale gothique de Cologne, où c'est 800 ans qu'il a fallu, tout en sauvegardant l'unité architecturale du bâtiment. Je reviens à l'intérieur de la cathédrale Saint-Jacques de Compostelle. Il y a à la sortie, par l'intérieur, l'ancien portail roman que l'on voit ici. Il est magnifique. Il nous présente une des scènes nombreuses du jugement dernier que l'on trouve dans ces cathédrales-là, ou si vous voulez, jugement dernier tel que présenté soit par l'Apocalypse, soit dans l'Évangile de Matthieu. Il s'agit d'un Christ en gloire, glorieux. C'est la fin des temps, c'est l'accomplissement de toutes choses, c'est la révélation des résultats de la démarche essentiellement pèlerine. Et vous voyez les musiciens en haut, sur le bandeau du haut, qui par leur musique, chantent la gloire. Comme dans un grand festival, on voudrait mettre une musique. Eh bien, ici, pour la fin des temps, ce sera la musique éternelle des anges et des musiciens intemporels qui accompagneront ce moment. Et puis, vous avez le long des voussures
D'un côté, vous allez trouver les prophètes, donc l'Ancien Testament, ceux qui annoncent les temps à venir, et de l'autre, les évangélistes. Donc ici, c'est sur ces voussures, ce que vous voyez, ce sont les prophètes Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, etc. Vous les voyez avec leur rouleau, annonçant leur prophétie, divulguant leur message, annonçant le salut, annonçant le Messie. Et vous savez que Messie, ça veut dire, dans le terme originel, le manteau, le grand manteau qui va rassembler tout le monde sur la voie du salut. Pour les fidèles qui, dans ces siècles passés, visitaient ainsi ces églises, ces statues étaient parlantes. Ils saisissaient immédiatement le message. Dans l'architecture de Compostelle, certaines portes ont une grande importance. Ici, derrière le maître-autel, derrière ce qu'on appelle l'abside, il y a une porte d'entrée. C'est la porte qui donne le plus directement l'accès au tombeau présumé de l'apôtre Jacques. Et cette porte, elle n'est ouverte que lorsque la fête de la Saint-Jacques occure avec un dimanche. Donc, en 2021, c'est le dimanche qui sera la fête de la Saint-Jacques. Mais là, à cause de la pandémie, l'Église a déterminé qu'exceptionnellement, l'année 22 aussi sera une année dite jacquaire, une année jubilaire. L'entrée par cette porte, avec certains autres rituels, comme par exemple le sacrement du pardon, donne accès à des indulgences, donc ouvre l'autre porte, la porte sur la vraie cité pour le monde chrétien, la porte sur la cité de Dieu. Et donc, le pardon, c'est sur les chemins de Compostelle, et c'était dans les pèlerinages anciens une dimension importante, et on retrouve d'autres portes du pardon, comme celle-ci à Via Franca del Bierzo, la porte du pardon de l'église Saint-Jacques de Via Franca del Bierzo. Elle aussi, elle n'est ouverte que pour les années particulières. Vous retrouvez le thème du pardon sur le chemin, le Camino Frances, quand vous arrivez au sommet de l'Alto del Perdón, le sommet du pardon, quand vous sortez de Cisur Menor et que vous vous dirigez vers Puente l'Arena, vous avez une longue ascension et au sommet, vous avez cette représentation du pèlerinage. Donc, c'est le sommet du pardon. Vous avez les seigneurs qui vont à cheval, on est au Moyen Âge, accompagnés de leurs intendants et de leurs cours, et ils cheminent vers, dans le bon sens évidemment, vers Compostelle. Et vous voyez ici une représentation des étoiles qui sont fixées sur des baguettes métalliques pour rappeler que vous êtes sur le chemin du pardon, mais aussi sur le chemin des étoiles. Et une autre représentation du pardon, c'est-à-dire de l'allègement de sa vie, c'est la Cruz de Ferro que j'ai saisie aux lueurs du lever du soleil en 2018. Donc, c'est une croix où les pèlerins sont invités à déposer un objet symbolique manifestant leur désir de se convertir, d'apporter un changement dans leur vie. Et ça aussi, la conversion du cœur d'abord et avant tout, c'est une des valeurs fondamentales du pèlerinage classique et donc c'est pris en considération dans la classification et l'introduction au patrimoine mondial. Si on revient à la vieille ville de Saint-Jacques, vous avez vu style baroque, je vous ai présenté le roman d'une façon et de l'autre. Et maintenant, vous avez face à la cathédrale, toujours sur la place de l'Obradorio, vous avez l'hôtel de ville de Compostelle. Et c'est fréquent dans les vieilles villes de voir
soit l'opposition, soit la complémentarité entre le pouvoir spirituel représenté par le siège de l'évêque et le pouvoir temporel représenté par le siège du maire, du pouvoir civil. Ici, vous avez un magnifique exemple de néoclassicisme. Donc, vous avez un édifice à colonnade néoclassique avec son fronton surmonté d'un Jacques Matamor. J'y reviendrai plus loin, avec ses fenêtres également classiques et ces grilles aussi ornementales qui sont magnifiques. Donc, baroque, roman, classique, voilà des valeurs de la cité, la vieille cité de Saint-Jacques-de-Compostelle. Autre style, cette fois-ci à l'hôtel des rois au palais, mais on serait peut-être mieux de dire l'hôtel des rois catholiques. C'est un style qu'on appelle plateresque. Cet hôtel, son nom ancien, signifiait hostel comme hospitalité. Donc, c'était un lieu d'accueil des pèlerins. Et l'hospitalité, ça n'était pas nécessairement l'hospitalisation, mais ça pouvait comporter l'hospitalisation, dont l'accueil des malades, mais aussi l'accueil des pèlerins. Et il faut faire attention, le mot pèlerin, c'est un mot qui, dans certaines époques, signifiait purement et simplement étranger. Donc, un étranger, ça pouvait être un commerçant, ça pouvait être quelqu'un qui faisait un pèlerinage de foi, ça pouvait être un diplomate qui était en transition vers son lieu d'accréditation, etc. Donc, pèlerin, dans les anciens textes, n'a pas nécessairement et exclusivement la signification religieuse. Et de nos jours, c'est un peu la même chose. Nous avons une association de pèlerins de Compostelle, mais dans ça, il y a des membres qui sont de toute allégeance. Et voici une photo, celle-ci n'est pas la mienne, c'est une photo aérienne que j'ai prise dans le domaine public, mais elle nous montre la place de l'Obradorio, la porte de l'entrée du palais des rois chrétiens ici, l'hôtel de ville à gauche, la cathédrale au centre et à droite, le cloître de la cathédrale et les places. Donc, la place des orfèvreries, elle est ici, cette petite place-là. Une autre place continue ici. Il y a des places ici et là. Donc, c'est classé au patrimoine mondial pour ses styles architecturaux et son influence sur d'autres édifices qu'on va voir tout à l'heure, et ses places et ses rues. Bon, un autre exemple, il y a plus de 30 monastères et églises. Ici, c'est l'église Saint-Martin, très important sur les chemins de pèlerinage, parce qu'il y a aussi des chemins de Saint-Martin. Alors, vous voyez encore un style classique, avec un oculus, un œil en forme d'œuf, ovoïde, et puis vous avez ici un tympan avec un cheval et un homme qui est à cheval et qui remet un morceau de vêtement à un mendiant. C'est Saint-Martin. Il remet la moitié de son vêtement à un mendiant. Bon, il est à moitié généreux, pourrait-on penser. Eh bien non, il n'est pas à moitié généreux, il est totalement généreux. Mais pourquoi? Eh bien, ce Martin, il est un soldat romain. Et dans l'armée romaine, on applique la règle. Demande-toi pas uniquement ce que l'État peut faire pour toi, mais ce que tu peux faire pour ton État. Qu'est-ce à dire? C'est-à-dire que l'armée fournit la moitié du vêtement et le soldat doit fournir l'autre moitié. Par conséquent, donnant la moitié qui lui appartient et ne pouvant pas donner celle qui appartenait à l'État, eh bien, le message, c'est que Martin donne tout ce qu'il a aux mendiants. Et donc, c'est une représentation d'une valeur très importante des croyances et de la foi chrétienne, la charité, le don de soi à l'indigent. Donc, voilà. Et les rues de Compostelle, invoquées par le patrimoine mondial. Voici comment on entre et comment on découvre, si on est attentif, les tours, les clochers de la cathédrale dans ces rues étroites-là. Et
on chemine ainsi vers la cathédrale. Vous voyez, je vous parlais tout à l'heure des pèlerins en vous disant à ceux qui triomphent, l'ombre ne sied pas. Eh bien, les pèlerins, ils ne passent pas sous les arcades, là. Ils empruntent la rue et ils vont à la lumière. Et d'autres rues, ici, c'est la rue dite Nouvelle. C'est la deuxième rue. Dans la plupart des villes européennes, quand vous voyez une rue qui s'appelle Nouvelle, c'est la deuxième plus ancienne. Comme vous avez à Oxford 38 collèges, dont un qui s'appelle New College. Eh bien, New College, c'est le deuxième de 38. Il y en a 36 qui sont plus récents que le nouveau collège, c'est ainsi. Et vous avez ces paysages urbains qui sont magnifiques dans la ville. Ici, vous avez de part et d'autre l'entrée soit d'une faculté universitaire, soit d'une ancienne communauté religieuse. Et vous avez encore une place importante dans Compostelle, la place Cervantes, en hommage au plus grand écrivain espagnol, Miguel de Cervantes, auteur de Don Quichotte. Donc, c'était l'ancienne place du marché, déplacée plus loin maintenant. Donc, ces places, ces rues, etc. Et vous avez ici une habitante de la ville qui s'occupe de ces fleurs. C'est très important pour la conservation du patrimoine qu'il soit pris en charge par de vrais citoyens. Plus un bien est habité, plus une ville patrimoniale est habitée, plus il y a des chances qu'elle soit conservée, moins elle est habitée, plus elle est possiblement en péril. C'est le cas à l'heure actuelle de Venise. Venise, il y avait 250 000 habitants, 250 000 Vénitiens. Il n'en reste que 56 000. Tout le reste a été acheté par des étrangers, transformé en hôtel, transformé en Airbnb, etc. Et donc, c'est un grand problème pour gérer sa ville quand elle est à toute fin pratique gérée presque par des étrangers. Et voilà, dans Compostelle, un pèlerin, un vrai pèlerin. Il arrivait, je m'en souviens, je l'ai interrogé, de la Hollande et il ne le sait pas, mais il est à quelques mètres seulement de la place de l'Obradorio. Son pèlerinage est à toute fin pratique terminé. Son chemin va se poursuivre intérieurement, mais son pèlerinage achève. Et même sous la pluie, Compostelle est une très belle ville. Donc, génie créateur humain par ses bâtiments, par ses rues, par ses places, influence de l'architecture et de l'art, les styles romans et baroques, surtout en Galice. Compostelle va influencer des biens, des églises, par exemple à Ourense, ça c'est sur la Via Sanabrese, le chemin Sanabrese, un embranchement de la Via de la Plata, ou encore sur le Camino Frances à Porto Marine et ailleurs, ben, on va imiter ce que l'on voit à Compostelle. On va s'inspirer de ce qu'on voit à Compostelle. Donc, influence sur l'architecture et l'art, c'est un des critères. Alors, par exemple, je vous présente ici Porto Marine. Alors, c'est une église forteresse. Regardez les créneaux en lieu de clocher pour éventuellement se servir de l'église contre d'éventuels envahisseurs. Et puis, cette église, eh bien, elle était sous les eaux que vous voyez ici, ou elle aurait été sous les eaux que vous voyez ici. Parce que ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la retenue du barrage de Porto Marine. On a créé un barrage et dans la vallée, il y avait Porto Marine que l'on a déplacé pierre par pierre pour reconstruire en haut la ville de Porto Marine, dont son église romane avec ses porches qui sont typiquement romans. Notez ici les lobes, par exemple, les multiples lobes qui sont aussi une influence de la culture sarrasine des morts, de l'islam. Donc, avec cette fois-ci une représentation toute simple de la Vierge de la Sagesse au tympan. Et ici, vous avez un autre tympan de Porto Marine. Cette fois-ci, vous voyez l'ange avec ses ailes. D'ailleurs, l'ange est beaucoup plus considérable que le personnage
principal qui a ses deux mains levées comme pour dire, mais écoutez, 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 êtes-vous sérieux, êtes-vous sérieux, êtes-vous sérieux? C'est l'ange qui fait l'annonce à Marie, ce qu'on appelle l'annonciation. Alors, il y a dans cette représentation romane à la fois un message et une grande expression de naïveté artistique. Et entre les deux personnages, il y a un arbre là très particulier qui est là. Eh bien, c'est l'arbre de Jessé. Donc, tous ceux qui regardaient cela comprenaient ces symboles-là parce que Jésus est descendant de Jessé, par l'arbre de Jessé, Marie, etc. Et donc, on mettait un symbole pour qu'il n'y ait pas d'équivoque possible. Il s'agit bien de l'annonce à Marie. L'arbre est là pour en témoigner. Et celui-ci, c'est à Ourense. Donc là, vous voyez un tympan. Quand on dit s'inspire, ce n'est pas reproduire tel quel. Vous voyez ici, le tympan est complètement dégagé du portail. Il est complètement au-dessus du portail. Bon, alors voilà. Et encore les lobes multiples, ainsi de suite. Et sur les voussures, alors vous avez Saint-Pierre et Saint-Paul, donc pour accueillir les fidèles qui entrent à l'église Saint-Pierre de Porto Marine. Donc, une influence architecturale sur plusieurs monuments dans la région, dans la Galice et ailleurs, et aussi classé au patrimoine mondial à cause de l'événement historique qu'est le pèlerinage au Moyen Âge. Donc, on est au Moyen Âge, c'est toute la société qui est une société de pèlerinage. Il y a des pèlerinages partout. Comme on pourrait dire que de nos jours, il y a des clubs sportifs partout. Alors, il y a des pèlerinages parce que la foi est d'une importance fondamentale dans la vie de tous ces peuples-là. Donc, on ne va pas en pèlerinage qu'à Compostelle, mais Compostelle représente le plus important, le plus célèbre, le plus populaire des pèlerinages. Donc, c'est le club champion, pour ainsi dire, à Compostelle. Et vous aurez des symboles qu'on va retrouver un peu partout qui le rappellent. La coquille, quoique la coquille, on la retrouve aussi au Mont-Saint-Michel comme étant très important, et c'était un lieu de pèlerinage, le pèlerinage à l'Archange Saint-Michel. Vous allez retrouver le bourdon, qui est le bâton du pèlerin, les croix de chemin où on voit des dédicaces à Saint-Jacques, et ensuite vous allez retrouver des Saint-Jacques pèlerins et des Saint-Jacques Matamor un peu partout. La coquille ici, à Saint-Jacques même de Compostelle, sur les murs de la cathédrale, donc la coquille Saint-Jacques, un des symboles, mais vous la retrouvez aussi sous forme de panneaux indicatifs stylisés à l'Ébénie, où je suis passé en 2015, sur le chemin de Compostelle hongrois, à 3210 km plus loin. Et c'est une église romane du 12e siècle aussi à l'Ébénie, dédiée à Saint-Jacques, l'église Saint-Jacques de l'Ébénie. Donc, l'influence se manifeste très loin. Alors, au mieux, vous pouvez trouver sur des vieilles pierres le bourdon, la besace et la coquille. C'est encore des symboles de Saint-Jacques. Sur le chemin de la Plata à Salamanque, vous allez avoir la Casa de las Conchas, la maison des coquilles. Sa surface est revêtue de coquilles Saint-Jacques. Donc, encore la présence d'eux. Et vous aviez les pèlerins au Moyen Âge, comme de nos jours, qui revenaient de Compostelle avec des coquilles qu'ils avaient ramassées sur la plage. Et ici, vous voyez la croix de Saint-Jacques, c'est-à-dire c'est un poignard ensanglanté, en quelque sorte, transformé en croix. Donc, c'est l'association du Matamor avec la foi, comme quoi Dieu est de notre bord et c'est par l'entremise de Saint-Jacques qu'il nous fait triompher des morts, des musulmans. J'ai retrouvé à Cáceres, sur le chemin de la Plata, lors d'un dimanche des Rameaux, donc un jour fondamental de fête en Espagne. C'est le début de la Semaine Sainte. Toute la journée, les confréries défilent avec des statues.
Et ici, vous avez une confrérie. Vous ne pouvez pas vous tromper si vous voulez l'identifier. Tout un chacun des membres porte la croix de Saint-Jacques. Donc, c'est la Confraderia de Santiago qui termine à ce moment-là la procession. Et vous avez ces Espagnols très dignes qui sont là avec leurs mantilles et qui défilent aussi dans les rues à l'occasion du dimanche des Rameaux, et toute la semaine, ce sera comme cela. Donc, sur le chemin, la croix de Saint-Jacques est là. Le Matamor, vous le retrouvez ici à Logroño, à l'église Saint-Jacques. C'est un Saint-Jacques qui combat, vous avez les têtes qui roulent à ses pieds. C'est une légende. On raconte que Saint-Jacques aurait appuyé Ramirez II dans sa lutte contre les musulmans lors de la bataille de Clavijo. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il n'y a jamais eu de bataille de Clavijo. C'est une invention d'un chanoine de la cathédrale de Saint-Jacques et ça a permis de créer ce qu'on appelle le voto de Santiago, c'est-à-dire une taxe que les Espagnols ont payée à la basilique jusqu'en 1812. Donc, demandez-vous pas comment sont venus les fonds pour entretenir et développer la vieille ville de Saint-Jacques. Le voto de Saint-Jacques y a été pour beaucoup et la création du personnage du Matamor y est pour beaucoup. Mais on va le retrouver à beaucoup d'endroits, ce Matamor. Dans la cathédrale de Burgos, à Portugalete, sur le Camino del Norte. Et même ici, on le retrouve à Notre-Dame-en-Vaux, en Champagne, classé au patrimoine mondial sous le titre « Les chemins de Saint-Jacques de Compostelle en France ». Alors, vous voyez Jacques avec son sabre ici, mais attention, je ne sais pas si vous voyez le personnage ici, couronné. On croit que c'est Charlemagne. Et donc, cette fois-ci, c'est Jacques, le Matamor, qui est accompagné de Charlemagne parce que, et c'est encore une légende auquel on a cru profondément, on a cru ou voulu faire croire, ou faire des accroire, comme on dit, que la découverte du tombeau s'était faite par Charlemagne. Le seul problème qu'il y a, c'est que l'année où on croit que le tombeau a été découvert, eh bien, Charlemagne était décédé avant cela. Donc, ça ne fonctionne pas, mais dans ce qu'on appelle le faux Turpin, la légende du faux Turpin, eh bien, on raconte cela. Donc, diffusion des symboles. Mais vous avez aussi un Jacques pèlerin qui est répandu partout. Celui-ci est la cathédrale du Puy-en-Velay. Comme la cathédrale du Puy-en-Velay est une cathédrale mariale, c'est-à-dire dédiée à la Vierge traditionnellement, eh bien, on n'avait pas de statue de Saint-Jacques. Alors, à la fin du 20e siècle, la cathédrale du Puy-en-Velay a acheté, s'est procuré une statue quand même ancienne du 15e siècle représentant Jacques Pèlerin. Et c'est contre la colonne où il est placé qu'a lieu le matin la bénédiction des pèlerins à Saint-Jacques, au Puy-en-Velay. Un autre Saint-Jacques a tourné en Belgique, sur le chemin de Saint-Jacques là aussi, et encore Saint-Jacques à Carcassonne, sur la voie des Piémonts, etc. Et un Saint-Jacques très particulier à Genève, au temple Saint-Pierre, autrefois à la basilique Saint-Pierre, donc maintenant c'est un temple protestant, et c'est un Saint-Jacques en hermine. Pourquoi en hermine? Parce que c'est le vêtement porté par les avocats et parce qu'on a voulu représenter Jacques comme plaidant pour les pèlerins, pour le salut des pèlerins. Il y a eu à Santiago un événement très important qui est ce qu'on appelle la déclaration de Saint-Jacques de Compostelle par le Conseil de l'Europe, 2 ans après que la ville eût été classée au patrimoine mondial. Dans cette déclaration de Compostelle, le Conseil de l'Europe déclare le chemin de Compostelle comme premier itinéraire culturel européen. Mais aucun chemin n'est alors identifié. Au contraire, le Conseil de l'Europe invite les pays membres, les communautés intéressées à identifier ces chemins. Eh bien, 37 ans plus tard, les résultats sont là. Vous avez actuellement d'identifier dans 26 pays européens
et constituant 80 000 kilomètres balisés, 286 chemins de Compostelle. Alors, si on pense que Compostelle n'a pas d'influence sur le restant de l'Europe, il faudra y songer avant de l'énoncer. Développer une action coordonnée, c'est ce que demandait et c'est ce que souhaitait le Conseil de l'Europe dans cette même déclaration à Santiago en 87 et mise en valeur du patrimoine architectural et naturel situé à proximité des chemins. Action coordonnée, il n'y en a pas eu au point de départ, puisque l'Espagne va faire cavalier seul. Mise en valeur du patrimoine, oui, ça va se faire au fil des décennies grâce, entre autres, à l'introduction des chemins au patrimoine mondial. Je passe donc maintenant au Camino Frances. C'est en 93 que le Camino Frances apparaît au patrimoine mondial. Première raison pour le classer, l'influence culturelle entre la péninsule ibérique et le reste de l'Europe en ce qui a trait à la circulation des idées, des œuvres et du commerce. Au fond, on dit les valeurs européennes, ce sont des valeurs héritées des valeurs qui circulaient sur le chemin de Compostelle dans les siècles passés. Un bon exemple d'échange culturel, c'est Juan de Colonia. Alors, Jean de Cologne, donc en Allemagne, a été le maître architecte à Burgos. Donc, on circulait d'une terre à l'autre selon ses compétences. Deuxième raison pour laquelle le chemin est classé, parce qu'il représente une tradition culturelle. Les pèlerinages, j'en ai parlé suffisamment, ont façonné la vie culturelle pendant des siècles. Troisième raison pour laquelle c'est classé, événement historique, notamment à l'égard des croyances, eh bien, les chemins de Saint-Jacques témoignent de l'influence de la foi pendant des siècles. Donc, on reconnaît que le Camino Frances a eu une grande influence sur la manifestation de la foi chrétienne pendant des siècles, d'autant plus que les valeurs que cela comporte sont considérées comme fondatrices des valeurs européennes. Où est situé le Camino Frances? Belle question. Si vous lisez le plus vieux document traitant des chemins de Compostelle, le Codex Calixtinus, le livre 5 fait commencer le Camino Frances près de Puente la Reina, ad Puentem Regine, dit le texte, c'est-à-dire aux environs en réalité, dans le village de Obanos, à 2 kilomètres de Puente la Reina. Les éditeurs modernes, c'est très clair, ils font commencer le chemin de Camino Frances à Saint-Jean-Pied-de-Port. Le patrimoine mondial, lui, eh bien, le patrimoine mondial et l'Espagne, qui fait sa proposition d'inscription, font commencer le Camino Frances à Valcarlos, donc pas sur le chemin qui passe par Horizon, mais sur le chemin qui passe par Valcarlos, Valcarlos étant la vallée de Charles. Lequel Charles s'agit-il? Encore de Charlemagne. Donc, c'est là que commence le Camino Frances et aussi du col du Somport. Donc, on a un chemin, Camino Frances, qui a 2 embranchements. Regardez cette carte. La partie du bas, là, qui est en rouge, marquée CF pour Camino Frances. Vous voyez Astorga, León, Carrión de los Condes, Burgos, etc. Quand vous arrivez près de Logroño, vous allez vers Pampelune, eh bien, près de Puente la Reina, se divise en 2 branches ici. Et voilà, c'est la représentation géographique sous forme rouge du Camino Frances avec sa branche. Et ici, on a inscrit de Roncesvalles, mais en réalité, on aurait dû écrire de Valcarlos parce que dans le texte, c'est à partir de Valcarlos et non pas de Roncesvalles que débute
pour cette branche-là, le Camino français. Et ce qu'on appelle de nos jours le Camino Aragonés, eh bien, ce Camino-là, c'est en réalité pour l'UNESCO et pour l'Espagne, la deuxième branche du Camino français. Donc, on a un modèle de Camino qui nous surprend quand on pense à la façon de concevoir généralement le Camino français. La description du bien, eh bien, dans ce chemin-là, vous aurez d'inclus, quand on lit les documents qui accompagnent l'inscription au patrimoine mondial, vous aurez le chemin et ses variantes, les paysages et aussi une zone tampon. Qu'est-ce que c'est une zone tampon? C'est une zone qui n'est pas comme telle classée, mais qui est en quelque sorte une zone inviolable visant à protéger le bien qui est classé. Et dans ce cas-ci, généralement, 30 mètres de chaque côté du chemin. Donc, ce qui est classé là, c'est le chemin, le Camino français. Ce qui est exclu mais mentionné, les structures bâties, plus de 1800 structures bâties, des églises, des ermitages, des ponts, des maisons blasonnées, donc des biens aussi civils à travers cela. L'Espagne en a recensé plus de 1800 sur l'ensemble du parcours du Camino français. On peut les considérer globalement comme représentant la richesse architecturale du chemin, mais comme tels, formellement, ils ne sont pas classés. Il y a de nombreuses années, j'avais écrit au Comité du patrimoine mondial pour demander la liste des 1800 et plus, et on m'a répondu, écoutez, ces biens-là ne sont pas formellement classés, c'est le chemin qui est classé, mais les structures en question représentent globalement la richesse architecturale répartie du 11e siècle jusqu'au 20e siècle même. On jette un regard sur le Camino français puisque les paysages sont importants. Alors, vous avez ce type de chemin qui est bien connu pour ceux qui l'ont traversé. Vous avez, par exemple, des villages dans le paysage culturel, comme ici, l'arrivée à Siraoki, à travers les vignes. Vous avez le paysage culturel qui permet de traverser, comme par ici, on traverse dans Los Arcos, qui est une ville ou un village à rue à toute fin pratique unique, surtout à l'époque. Vous avez un chemin qui parfois va par de légères montées. Vous avez la meseta qui fait en sorte que notre regard se perd au loin. Encore la meseta parce qu'elle est très importante et qu'elle défile de Burgos à Léon. Toujours la meseta, mais à une période de l'année différente. Et le paysage change avec les saisons. Vert, parfaitement vert au printemps avancé, brûlé après les récoltes ou juste au moment des récoltes de blé surtout, au moment où l'été a accompli son œuvre. Le chemin lors du canal de Castille entre Boadilla del Camino et Fromista, le chemin dans certains villages, ici Población del Campo, le chemin romain, la voie alternative, la Via Trajana entre Calzadilla de los Hermanos et Reliegos, 17 kilomètres où il n'y a rien, aucune maison. J'ai fait ce trajet de nuit parce qu'il n'y avait aucun éclairage et que je voulais contempler les étoiles et m'assurer que je marchais bel et bien sur le chemin des étoiles qu'on ne voit pas le jour. Vous avez parfois l'ancienne voie romaine qui est enfouie sous l'asphalte. Probablement que si on allait à 1 mètre et demi en dessous, on retrouverait certains dallages romains. Ici, on est à San Miguel del Camino, entre Léon et Hospital de Orbigo. Et vous avez des chemins comme celui-ci par température saisissante à Astorga, vers
vers Santa Catalina de Somoza. Donc, pour les paysages, ils sont à la fois culturels et naturels. Vous avez Santa Catalina de Somoza, justement, avec son clocher mur et son abri pour les cigognes, qu'on peut voir un nid de cigognes à gauche. Vous avez la montée rocailleuse à la sortie de Rabanal del Camino, à la sortie de Fontsebadon. Vous traversez des villages anciens comme El Acebo. Donc, des paysages, un chemin, sa protection de chaque côté, paysage où l'œil se porte très loin quand vous arrivez à Ocebrero, et puis en Galice, paysage culturel avec les Oreos, les anciennes granges à grains. Donc, tout ça est recensé quand je vous parle de ça. Les granges à grains comme cela sont recensées dans les 1800. Vous avez ici une paysanne qui est allée cueillir ses pommes de terre elle-même dans le champ. Et vous avez aussi encore la vie pastorale. Ici, je suis sur le chemin de la Plata. Donc, vous avez encore la vie pastorale sur ces chemins-là. Vous avez les gens de la place qui circulent aussi sur ces chemins-là, comme cette femme, cette Galicienne, qui prend, je l'ai interrogée, elle prend tous les jours sa marche sur le chemin de Saint-Jacques. Vous avez le chemin qui sert à toute fin. C'était souvent d'anciennes voies romaines, donc on n'a pas créé les chemins de Compostelle, on a emprunté les chemins qui existaient. Vous avez sur la branche qu'on appelle aragonaise, des villages comme ici à Arès, avec son architecture particulière, ses cheminées, entre autres particulières, 36 habitants. Certains soirs, à l'auberge de pèlerins de Arès, il y a davantage de pèlerins qu'il y a d'habitants dans le village. Vous avez Montréal de Navarre ici, sur son petit mont royal surélevé. C'est pour cela qu'on utilise Mons-Réal, montagne royale. Donc, c'est ça. Avec d'ailleurs ces chapiteaux anciens. Certains sont historiés, d'autres sont fleuris. Et puis, on en revient de Compostelle. Donc, vous avez ici cette Belge qui revient de Compostelle avec son âne et que j'ai justement croisé juste avant d'arriver, de rejoindre Eunate ou Eunate sur ce chemin-là. Voilà. Donc, description du bien, exclut mais mentionné les structures bâtisses 1800. Je vous en présente quelques-unes. C'est mes étoiles. Eunate, dont je viens de parler. C'est une chapelle octogonale sur 8 murs avec un tout petit abside ici roman à l'arrière. Donc, on est au 12e siècle et quelque chose d'à peu près unique, ce qu'on appelle le déambulatoire est à l'extérieur de l'église. Les déambulatoires, c'était important parce que c'était des lieux où les pèlerins circulaient pour multiplier leur pèlerinage, s'arrêtant de chapelle en chapelle pour invoquer leurs saints préférés. Puente l'Arena et Sirauki, je les ai mis ensemble pour une raison très simple. Les porches à influence mozarabe, donc les polylobes dont je vous parlais tout à l'heure. Et évidemment, ici, dans les voussures, vous avez des sculptures qui représentent tantôt les prophètes, tantôt les rois, tantôt les sages, etc., tantôt les apôtres, ainsi de suite, que les gens savaient reconnaître à l'époque parce que chacun porte un symbole qui lui est propre. Ou encore, vous avez des représentations beaucoup plus simples, comme ici à Siraki, beaucoup plus dépouillées, avec des figures simplement géométriques pour dessiner les voussures, mais une main de Dieu pour rappeler qu'il est le Créateur, un Christ ici glorieux, l'agneau mystique, et ici ce qu'on appelle un chrisme, c'est-à-dire un cercle dans lequel apparaît l'alpha et l'oméga et le signe de la paix triomphant
de la loi des reins. Alors, vous avez l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec, l'oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. Donc, ça veut dire qu'il règne du début à la fin. Donc, c'est encore un symbole de la compréhension chrétienne de l'histoire, à savoir, il y a une création, à la fin, il y aura une parousie, c'est-à-dire un apocalypse, c'est-à-dire le dévoilement de la fin, de la réalisation, de la plénitude de la réalisation. Mais avez-vous remarqué, la lettre A par rapport à la lettre Z, on écrit ici de gauche à droite plutôt que de droite à gauche. Et pourquoi? L'influence arabe. Les Arabes écrivent de droite à gauche et non pas de gauche à droite. Donc, vous voyez jusqu'où peut aller l'influence dans l'architecture. Estella, qui est une ville d'église, il y en a 6 ou 7 extraordinaires, mais aussi de maisons blasonnées, donc qui représentent la puissance civile, mais une puissance civile qui contribuait financièrement à l'édification des édifices religieux. Une ville qui est Estella, qui était une ville fortifiée. On sort par le chemin d'ailleurs par une des portes qui est demeurée de cette ville-là. Et vous avez de magnifiques bâtiments comme San Pedro de la Rua, avec son cloître absolument extraordinaire. En contrebas, c'est très rare comme structure. Ou encore Castro Jerez, avec encore une fois un village à rue unique. Voilà, encore Castro Jerez qu'on traverse comme cela. Ou Fromista, avec son extraordinaire église Saint-Martin, San Martin, donc encore un chef-d'œuvre architectural du chemin, ou Astorga, et je crois que je vais à peu près terminer par là. Alors, regardez Astorga, qu'est-ce que vous avez? Vous avez 3 monuments pour le prix d'un, ou bien encore, si vous voulez, c'est gratuit. Alors, vous avez à l'avant-scène les murailles romaines d'Astorga, c'était une ville romaine. Vous avez à gauche ici le palais épiscopal, qui est une œuvre d'Anton Gadi, donc fin du 19e, début du 20e siècle, et la cathédrale dont je vous parlais tout à l'heure, avec son clocher plutôt de grès, plutôt rosacé, donc une grande richesse patrimoniale. Donc, même si les biens comme tels ne sont pas classés, l'ensemble nous dit qu'il y a là une grande valeur. En résumé, l'inscription des biens au patrimoine mondial résulte d'une démarche rigoureuse. La ville de Saint-Jacques témoigne du génie créateur humain. Elle a eu une influence sur l'architecture de la région et d'ailleurs. Elle représente symboliquement un lieu essentiel du fondement historique de la foi, c'est-à-dire des croyances chrétiennes, principalement au Moyen Âge en Europe. De plus, le Camino Frances aussi témoigne de manière universelle et exceptionnelle de l'importance historique des pèlerinages et du pèlerinage jacquard. Ces paysages ont soutenu la démarche pèlerine pendant des siècles et la soutiennent encore de nos jours. Et ça, c'est important à mes yeux de le souligner. Les paysages, quand l'esprit humain est dans un décor proche de la nature, il s'épanouit comme naturellement. Alors, les paysages soutiennent encore de nos jours le pèlerinage. Ce chemin, le Camino Frances, possède globalement un ensemble architectural réparti sur de nombreux siècles et qui indique l'importance et les valeurs du pèlerinage à Saint-Jacques-de-Compostelle. La semaine prochaine, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Et alors, j'ai une petite vidéo pour vous dire merci. Ah! Et puis, parce que je vous dois un grand merci parce qu'en préparant ça, c'est la première fois que je donne le patrimoine mondial sous cet angle-là, même si je l'ai enseigné pendant 10 ans. Et puis, ben, vous m'avez fait revivre d'une certaine manière pas mal de chemin. Donc, je vous dois un merci. Et je vous présente une petite vidéo
qui a été prise en 2018. Cette année-là, j'étais parti de Innsbruck, donc j'avais fait 2500 kilomètres de marche en 99 jours. Et vous allez voir, ça se termine par un grand merci que je vous adresse ainsi. Donc, je fais le partage de l'écran. On termine avec une petite vidéo d'Yves et je vous dis à la semaine prochaine et merci énormément Yves pour ta connaissance, ta passion et pour l'amour que tu nous as et la générosité qui était la tienne ce soir. Merci beaucoup. Alors, vous voyez mon écran? Oui. Oui. Très bien. Alors, bonne fin de journée et merci. Merci. J'arrive de 2500 kilomètres de marche. Peut-être le mettre en plus gros un petit peu, peut-être. Je ne sais pas si... Et c'est mon fils qui m'accompagnait pour les derniers kilomètres qui a pris la vidéo. Vous allez le voir à la fin. Ah oui. Merci à toutes celles et ceux qui m'ont soutenu dans cette marche et dans cette démarche. Au revoir. Super. Voilà. Fait qu'un grand merci. Merci pour votre présence. Merci pour ta générosité, Yves. Puis ce n'est qu'un avant-goût pour la semaine prochaine. On va parler des chemins en France. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. Bye. Bravo. Bonne journée. Bravo. Bonne journée.